Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon le moment où vous nous suivez. Merci de nous rejoindre pour ce grand rendez-vous démocratique. À l'approche des élections législatives de janvier 2026, une question centrale s'impose. Quel Parlement voulons-nous pour accompagner les réformes institutionnelles et répondre aux attentes des citoyens? L'Assemblée nationale, pilier de notre démocratie, est aujourd'hui appelée à se réinventer dans son fonctionnement, dans son efficacité, dans sa relation avec le peuple et au-delà de tout ceci, dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. C'est autour donc de ces enjeux majeurs que se tient ce débat intitulé « L'Assemblée nationale à l'ère des réformes institutionnelles » et c'est avec vous que je le co-anime, Éric Guédénon. Bonjour. Bonjour et merci à vous, Rodrigue Babagueto. C'est un plaisir de co-animer ce débat avec vous. Et bien pour ce débat, nous recevons justement des représentants des partis engagés dans ces élections législatives. Nous les remercions déjà pour avoir répondu à l'invitation de la HAC. Et bien, on les présente. Nous avons un représentant du parti Les Démocrates, en la personne de Guy Dossoumi-Tokbert, et juste à côté de lui, un représentant du parti Bloc républicain, en la personne de Casimir Sossou. Et puis en face de ces deux invités, nous avons justement le représentant du parti Union Progressiste Le Renouveau, en la personne de Orden Aladati. À côté de lui, le représentant du parti Moël Bénin, en la personne de Fabroni Bill Yoklonon. On précise justement qu'à ce débat, nous notons l'absence du représentant du parti La Force Curée pour un Bénin émergent. Je voudrais rappeler justement pour ce débat quelques règles précises justement établies par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Tous les partis disposent du même temps de prise de parole, notamment pour chaque thème. Chaque représentant de parti politique dispose de 5 minutes pour partager justement leur vision avec l'opinion publique. Rodrigue. Merci beaucoup, Éric. 5 représentants, donc un temps égal pour tous. Et chers invités, nous vous rappelons que nous n'hésiterons pas à vous relancer chaque fois que nécessaire et à demander des réponses bien concrète. Démarrons donc tout de suite avec la première thématique relative à la modernisation institutionnelle. Réforme ou simple ravalement, on parle beaucoup de modernisation du Parlement, mais modernisation, que comprendre concrètement? Est-ce changer les outils ou plutôt changer les pratiques? C'est la question que je vous adresse à vous, Guy Dossoumi-Tokbert, représentant du Parti Les Démocrates. Merci infiniment, messieurs les journalistes. Je voudrais, avant toute chose, saluer mes co-débatteurs, saluer les téléspectateurs et le peuple béninois. Je crois que, malheureusement, je ne pourrais pas dire aujourd'hui que notre Parlement s'est modernisé. Parce que la modernisation, ce n'est pas d'abord le matériel, ce n'est pas d'abord les outils. La modernisation passe aussi par la production parlementaire. Et aujourd'hui, on n'est pas fier de ce que l'Assemblée nationale du Bénin produit. Je prends comme exemple le dernier grand acte posé par ce Parlement où, au cours d'une élection aussi importante que la révision constitutionnelle, on puisse constater une coupure de courant. Voilà, une coupure de courant qui n'était pas une coupure anodine. Et malheureusement, juste après cette coupure, on nous annonce que, voilà, que la révision a été révisée. Pour moi, c'était un recul de plusieurs siècles en arrière. Et bon, on ne peut pas avoir de pareil recul et parler de modernisation de l'Assemblée nationale. Et donc là-dessus, je crois que la modernisation peut passer par les outils, le matériel, les hommes, mais elle est beaucoup plus sur la production. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas véritablement fiers de notre production parlementaire. Mais pourtant, on a appris que les coupures de courant, il y avait toujours eu des coupures de courant. Vous, pendant que vous étiez membre de la législature au Parlement, est-ce que vous aviez eu à poser des actions concrètes pour pallier cette situation, par exemple? Oui, naturellement que, bon, moi je suis mieux placé pour le dire parce que moi j'ai été des deux bords hein, quand j'étais parlementaire. J'ai été d'abord de la majorité parlementaire, c'est-à-dire soutenant le régime, et après, avec beaucoup de courage, je me suis rangé du côté de la minorité parlementaire. On a œuvré à ce que la modernisation puisse passer aussi par le matériel. Souvenez-vous qu'avant la 7e législature, l'État du Bénin avait déjà compris qu'il fallait aller à la modernisation du bâtiment.
Et quand on parle de modernisation du bâtiment, ça vient aussi avec les nouvelles technologies. Malheureusement, ce Parlement qui devait être modernisé, il y a eu des choses qui n'ont pas été très catholiques. Le chantier a été arrêté, aujourd'hui détruit, et aujourd'hui on a un nouveau chantier qui a été déclenché. Et donc des choses ont été faites, mais pour le peu, permettez que je puisse dire qu'aujourd'hui, on n'est pas fier de la production parlementaire parce que parlant de modernisation, cela doit passer surtout par la production parlementaire. Et aujourd'hui, on n'en est pas fier. Vous n'en êtes pas fier, mais qu'est-ce que vous promettez faire si vous êtes élu à la prochaine législature pour changer la donne? Non, aujourd'hui, la première des choses que nos compatriotes doivent comprendre, c'est d'abord qu'il faut permettre l'entrée de l'opposition dans ce Parlement. Parce qu'en 2019, c'est-à-dire ce qu'ils ont appelé la 8e législature, c'était un Parlement unicolore. Et donc aujourd'hui, il faut d'abord permettre l'entrée de l'opposition dans le Parlement. Lorsque nous entrerons dans ce Parlement, nous allons équilibrer les forces dans ce Parlement. Parce que, vous savez, quand un Parlement n'est pas équilibré, et quand c'est unicolore ou monocolore, comme nous le disons, cela ne reflète pas l'image d'un Parlement qui puisse rendre fiers nos compatriotes et notre pays dans un monde moderne. Et donc, pour moi, entrer dans ce Parlement, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous allons permettre l'équilibre des forces au sein de ce Parlement afin que les besoins des populations puissent être véritablement mis en exergue. Très bien. Allez-y, Eric. Guy Dossou-Mitokpe, rentrer au Parlement, nous l'avons bien compris, mais une fois au Parlement, qu'est-ce que vous proposez pour moderniser l'institution parlementaire? Je l'ai dit, la première des choses, c'est l'équilibre. Notre entrée au Parlement, du moment où nous ne sommes pas du même bord que ceux qui sont au pouvoir, permet déjà l'équilibre des forces au sein du Parlement. Ensuite, les propositions viennent. Les propositions ne sont pas figées ou statiques. Les propositions viennent souvent avec les besoins. Aujourd'hui, la première des choses qu'il faut sauver, c'est l'image de notre pays. Je l'ai dit tout à l'heure, avec les productions parlementaires qui ne nous honorent pas. La deuxième des choses, il faut arriver à redorer, je l'ai dit, cette image du Bénin qui doit se présenter davantage comme un pays démocratique. Et les autres propositions viennent avec nos besoins. Et tous les parlements en font, hein. Ce Parlement aussi en a fait, tout n'est pas noir. Ce Parlement a apporté de l'eau aux populations, ce Parlement a apporté de l'électricité aux populations, ce Parlement a aussi aidé sur le plan de l'éducation. Nous allons les améliorer parce que dire que la production parlementaire n'est pas bonne, cela ne voudrait pas dire que tout a été noir. Et donc nous continuerons dans le sens d'apporter des solutions durables aux problèmes des populations. Très bien. À côté de vous, Casimir Sossou, membre du Parti Bloc républicain. Alors, on parle de modernisation du Parlement. Pour le Bloc républicain, faut-il moderniser en changeant les outils ou plutôt en changeant les pratiques? Merci, M. Rodrigue. Je salue tout le plateau, les co-débatteurs. Je salue les téléspectateurs du SRTB. Je vous remercie pour votre invitation. D'entrée, je salue tous les militants du Parti Bloc républicain que je représente ici. Et je dis moderniser le Parlement, c'est poursuivre ce qui se fait déjà bien. Vous savez, moi je suis à ma première expérience au Parlement, mais quand vous écoutez les anciens, pour chaque session, ils avaient des piles de documents qu'ils trimbalaient. Des casiers étaient remplis de paperasses. Mais pour la 9e législature à laquelle je participe, il y a eu beaucoup d'améliorations. Vous avez des outils électroniques aujourd'hui pour la gestion des courriers, des dossiers, et tous les députés sont dotés d'équipements, de matériel moderne. Et puis, avec le président Vlavonou, que je salue au passage, notre Parlement a connu ce que nous avons appelé le Parlement ouvert. Ça veut dire que les débats dans notre hémicycle se passent directement sur les canaux digitaux et à la télévision hémicycle, et puis permettant ainsi aux citoyens, aussi bien béninois que d'ailleurs, de suivre sans filtre, je dis bien sans filtre, tout ce qui se passe au sein de notre Parlement. Donc on a une retransmission instantanée. Tout est en direct aujourd'hui sur les canaux digitaux, YouTube et tout ce que vous savez.
Et rien n'est caché au niveau du Parlement béninois aujourd'hui. Donc la modernisation, elle est en cours, elle doit se perfectionner. Vous savez que la technologie évolue à la vitesse de la lumière. Donc, nous ferons l'effort chaque fois de s'adapter au jour du temps pour que cette modernisation-là puisse se poursuivre. C'est déjà en cours, il faut renforcer. Et qu'est-ce que vous proposez d'autre pour renforcer cette modernisation? Oui, évidemment, le Bénin n'est pas un pays îlot. Nous sommes dans une globalisation, nous sommes dans un environnement international et le Bénin doit profiter des technologies qui sont inventées pour pouvoir s'adapter et moderniser. Donc, je pense que pour nous, au bloc républicain, il faut poursuivre ce qui s'est fait, renforcer ce qui s'est fait pour la modernisation, aussi bien au plan matériel, institutionnel et que des pratiques. Très bien. Orden Aladatin, vous êtes représentant du parti Union progressiste pour le renouveau. À écouter Casimir Sossou du bloc républicain, on sent qu'il y a une modernisation entamée au sein du Parlement. Vous qui êtes également membre de la législature finissante, dites-nous, est-ce qu'on a déjà au Parlement une suppression totale du papier pour aujourd'hui des actions menées complètement avec le numérique qui est l'ère aujourd'hui qu'on traverse? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Évidemment qu'il y a eu une évolution qualitative au Parlement. C'est votre serviteur, entre autres, un jour, je me rappelle, je suis allé au Parlement avec un tas de documents, surtout à l'occasion du vote du budget. C'est-à-dire que quand on dispose sur votre table les documents que vous recevez à l'occasion donc de l'étude de budget, ce n'était plus possible et digne d'un Parlement moderne. Alors, le gouvernement a fait un effort parce que la modernisation du Parlement suppose les aptitudes au niveau des hommes. Cela suppose aussi l'évolution des outils et puis aussi le cadre. Et puis, le Parlement ne travaille pas en vase clos, c'est avec le gouvernement. Si le gouvernement n'évolue pas donc au niveau de la digitalisation, de la numérisation, naturellement, le Parlement va en pâtir. Désormais, pour l'étude donc du budget, il y a une adresse électronique, et vous tapez et vous rentrez dans les documents. Et donc cette pile de documents au niveau de la plénière est substantiellement réduite. Je parle de la pile de documents que vous avez. Vous comprenez donc qu'il ne suffit pas pour l'opposition de rentrer au Parlement pour que l'on assiste, comme par miracle, à la modernisation du Parlement. Je constate que pour l'opposition, tant que l'opposition n'est pas là, rien n'est fait. Vous avez entendu ce qu'a dit mon cher ami et frère Guimi Tokpe par rapport à l'électricité. Tantôt, il a dit que le pays s'est pourvu en électrification, que beaucoup de choses ont été faites. Et il a commencé par stigmatiser des coupures d'électricité de façon éparse. N'oublions pas qu'il y a eu coupure à l'université, mais au Parlement, mais c'est le temps que le groupe qui existe se mette en place. Tout le monde sait, et dans sa maison, s'il a un relais, qu'en cas de coupure, il faut un petit temps pour que le relais se mette en place. Donc voilà, nous sommes en pleine évolution, mais ce n'est pas achevé. On tend vers le 100% numérique. Nous ne sommes pas encore au 100% de numérisation au Parlement. Il reste du chantier. Par rapport aux travaux en commission, par exemple, ce n'est pas encore très numérisé. Il va falloir, et quand on ira donc dans les projections pour le futur, on pourrait faire des propositions concrètes pour que le travail de numérisation, qui est très avancé donc au Parlement, puisse vraiment impacter les commissions et les relations entre le Parlement et les citoyens pour que nous soyons et que nous côtoyons le 100% de numérique. Quand vous parlez de très numérisé, pas encore atteint, c'est dû à quoi concrètement? Je vais dire ça comme ça, cette lenteur-là. Est-ce que c'est un manque de volonté ou autre chose? On n'a pas dit c'est lent. Il faut savoir d'où nous sommes partis. Je me rappelle, c'est à la 7e législature déjà, avec le président Humbedji,
que nous avons participé, et le Bénin était à l'honneur à travers cette invitation sur le concept mis en place par le Sénat français sur le e-Parlement, le Parlement ouvert. Et le Bénin s'est engagé à faire des efforts. Et ça a commencé timidement avec le président Humbedji au Parlement, c'est la 7e législature, et puis avec le président et le collègue Sossou l'a dit tout à l'heure, Vlavonou, qui a fait un bond qualitatif. Il reste à poursuivre cette aventure. C'est une marche au long cours qu'on ne saurait achever. Et de toutes les façons, il faut faire chaque jour un peu plus. Et c'est à ça que l'on s'attelle et que l'Union progressiste, le renouveau, va s'atteler à poursuivre lorsque les concitoyens vont nous faire confiance pour que cette œuvre-là, entamée, puisse se poursuivre. On va soumettre la même question aux représentants du parti Moël Bonin. Modernisation des outils de travail du Parlement, qu'est-ce que votre parti propose? Je voudrais remercier d'abord tous les aînés qui sont passés avant moi. Il faut reconnaître une chose, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et eux tous, à tour de rôle, ils ont abordé des questions essentielles, notamment concernant les avancées qui ont été enregistrées, qu'il faut saluer, il faut avoir le courage de saluer. Néanmoins, il y a quelques manques qui sont constatés et qu'il faut relever. Et ça, c'est ensemble qu'on le fera. Je pense que la modernisation ne se résume pas que à la digitalisation. Encore qu'en cette matière, le Bénin est très avancé par rapport à d'autres pays. Et en termes de dématérialisation, de digitalisation au Bénin, tous les secteurs sont impactés. Et normalement, l'Assemblée nationale aussi doit être impactée et a commencé d'ailleurs par être impactée. D'abord, la modernisation, pour moi, commence par la régularité de certaines pratiques. Et il y a un éminent professeur qui s'est questionné une fois dans l'un de ses ouvrages, « Quelle est ma loi ?» Et les Béninois aujourd'hui ne connaissent pas vraiment les lois qui sont votées pour eux. Cela est dû à plusieurs choses. Déjà, la présence de cette loi-là sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, il y a une grande avancée à la matière avec le site du secrétariat général du gouvernement qui se propose en fait de mettre toutes ces lois-là en ligne. Mais on va y revenir un peu plus après. Aujourd'hui, je crois que d'abord, la modernisation doit commencer par la légistique qui est suivie. On a un problème de légistique. Les lois qui sont travaillées, qui sont votées aujourd'hui, ne sont peut-être pas adaptées aux réalités béninoises. Ce n'est pas toutes les lois, il faut avoir le courage de le dire. Il y a certaines lois qui ne sont pas adaptées. Par exemple ? Bon, je ne vais pas, je risque d'aller trop dans la casuistique, dans le cas par cas. Déjà, il y a parfois une question d'inflation législative. Il y a des lois qui viennent reprendre les mêmes dispositions d'autres lois, sans faire référence nécessairement à ces lois-là. Ce serait bien. Il y a également, par exemple, le trop législatif quand on prend certaines conditions dans certaines lois. On va y revenir un peu plus tard. Et la légistique, c'est la science de construire les lois, d'écrire les lois. Et ça, c'est propre à certains juristes. Il faut dire que peut-être les honorables parlementaires n'ont pas nécessairement tous les outils qu'il faut pour apprécier cette légistique-là. Encore qu'il faut croire qu'il y a certains groupes parlementaires qui se font assister en fait par des experts. Mais nous, on pense que pour moderniser d'abord les pratiques parlementaires, la production parlementaire, il faut systématiser l'assistance parlementaire. Moi, j'ai été assistant parlementaire d'un député. Cela m'a permis de voir beaucoup de choses. Et tous les députés ont la possibilité de prendre des assistants parlementaires, mais ne le font pas. Et ceci n'est pas normal, il faut que cela change. Et l'assistance parlementaire, ça va se faire par des experts en la matière, des juristes, des gens qui sont spécialisés en légistique, pour mettre à la disposition des honorables des fiches de lecture, des grilles de lecture des travaux parlementaires. Et cela va leur permettre plus tard de mieux défendre leurs propositions. Nous, à Moël Bénin, c'est quelque chose qu'on va systématiser une fois à l'Assemblée nationale. Donc, ça fait un. Deuxième chose, la modernisation, ça passe également par nul n'est censé ignorer la loi. Ça passe par la présence de la loi dans tous les compartiments du peuple. C'est une entreprise vaste, c'est clair, mais on en a les moyens. Nous, avec nos dispositions qu'on est en train de prendre, une fois à l'Assemblée nationale, c'est qu'on puisse rendre systématiquement les lois les plus importantes dans les langues nationales. Et ça, c'est une question prioritaire. La modernisation passe par là.
il faut avoir le courage de revenir à notre histoire et rendre disponibles les lois qui sont essentielles à la bonne marche de la République, à la bonne gouvernance, rendre ces lois-là disponibles dans les langues nationales et les diffuser partout. Il y a quelques efforts qui sont faits, mais ce n'est pas suffisant, il faut renforcer. Troisième chose, venons maintenant à la dématérialisation, à la digitalisation. La question du e-parlement, c'est une question cruciale. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de défis aussi. Déjà, les pays qui l'expérimentent, le e-parlement, le e-vote, c'est même récemment qu'ils ont commencé. Au Canada, par exemple, c'est en 2023, récemment qu'ils ont commencé à pratiquer le e-vote pour dématérialiser certaines procédures de vote. Mais il y a beaucoup de débats autour de la question. En France, ce n'est pas encore systématisé. Il y a beaucoup de débats parce qu'il y a la question de la régularité, la question de la licéité et la question de la transparence. Donc, le peuple béninois aujourd'hui, on peut expérimenter des choses en la matière, mais pour cela, il faut avoir le courage de corriger certaines pratiques pour un vote plus régulier, en fait, en termes de régularité et aussi en termes de licéité. Très bien. Je vous arrête alors, Faboni Yoklounon. Vous avez épuisé votre temps de parole sur cette thématique-là. J'en viens à vous, Guy Mitokpe. Dites-nous, voter beaucoup de lois, est-ce forcément bien gouverné, selon vous? Oui, merci infiniment, mais vous allez permettre rapidement, compte tenu du temps. Bon, d'abord, voter beaucoup de lois, est-ce forcément être productif ou est-ce forcément une bonne chose? La première des choses, c'est qu'il faut établir sur ce qui est nécessaire, ce qui rentre dans le besoin des populations, voter des lois qui peuvent apporter des solutions durables à ce que traversent les populations. C'est la première des choses. Mais je voudrais rapidement revenir sur ce que certains de mes co-débatteurs disaient tout à l'heure. Guy Mitokpe, vous ne pourrez pas revenir parce que vous venez d'épuiser ainsi votre temps de parole. Je passe tout de suite à Casimir Dosso. Puisqu'on parle de e-parlement, est-ce que vous, au sein du Bloc républicain, vous entrevoyez le Parlement béninois inscrit dans la dynamique du e-vote, du vote électronique par exemple? Merci beaucoup. Le groupe parlementaire Bloc républicain, en collaboration avec son homologue groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, avait déjà, à l'occasion de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, faire adopter le vote électronique parmi les modes de scrutin de notre Parlement. C'est déjà chose faite du point de vue disposition légale. Il reste à mettre en œuvre au niveau matériel, donc le dispositif matériel et électronique pour aller au vote électronique au sein de notre Parlement. Cela existe déjà, donc il ne reste qu'à mettre en œuvre cet état de choses. Deuxième chose que je voudrais dire, le fait que les députés aient d'assistants n'est pas quelque chose de nouveau. Cela existe déjà quand vous prenez la nomenclature de la rémunération des députés. Il y a le cabinet qui existe et chaque député a un cabinet qui fonctionne. Donc ça peut s'appeler assistant, ça peut s'appeler secrétaire, ça peut s'appeler le nom que vous voulez, mais toujours est-il que chaque député a des collaborateurs qui l'aident parce que tous les députés ne sont pas juristes par nature. Et donc il y a ce volet-là qui est déjà réglé. Mieux, vous avez... Les députés l'appliquent réellement. C'est réellement appliqué, à moins qu'on m'apporte le contraire d'un député qui n'a pas de cabinet ou qui n'a pas d'assistant. Mieux, vous avez aujourd'hui, au cours de notre législature, puisque c'est pour la première fois que des femmes sont venues en nombre important au Parlement, c'est au cours de la 9e législature, donc il y a l'organisation qu'on a appelée Caucus des femmes parlementaires. Donc ces femmes-là ont eu même d'assistants supplémentaires à travers l'accompagnement de certains partenaires. Donc, ces femmes sont même mieux accompagnées que tout autre député homme. Très bien. Merci Casimir Sosso. Vous venez d'épuiser donc votre temps de parole. Orden Aladatin, ce vote électronique pourrait-il être un gain pour le Parlement béninois?
Pourquoi pas, avec les réserves émises par le collègue. C'est déjà acté au niveau du règlement intérieur, l'honorable Sossou l'a dit, donc il faut souhaiter de l'évolution. Mais sur donc, la qualité des lois, mais il y a des lois, hein, il y a de la fixation sur certaines lois polémiques. Et puis voilà, la discrimination positive au profit des femmes, mais c'est bien le Parlement qui a eu à le faire. Tout le monde s'enorgueillit aujourd'hui. Les femmes sont représentées de façon qualitative grâce à l'impulsion des groupes parlementaires soutenant l'action du pouvoir. L'abolition de la peine de mort, on l'avait acté dans beaucoup de pays, mais ça n'a jamais été acté. C'est ce Parlement donc accompagnant l'action du gouvernement sous l'impulsion donc ce qui accompagne le gouvernement qui l'ont fait. La reconnaissance de la chefferie traditionnelle, c'est nous. Donc voilà autant de lois efficaces. Et puis la vision Bénin, à la fois donc un monde de splendeur 2060 pour faire déjà de la projection sur les générations à venir, les 35 ans à venir. Donc voilà autant de lois révolutionnaires qui sont prises au Parlement. Mais naturellement, nous sommes dans la fixation sur quelques lois parce que de toutes les façons, tant que l'opposition n'est pas là, ben, nous travaillerons pour que l'opposition y soit, mais pas pour une opposition bavarde, une opposition qui s'inscrit donc dans le cadre de l'efficacité et parce que le Parlement moderne, c'est aussi ça. Moins de bavardage et beaucoup d'efficacité. Très bien. Ordonné Aladati, dans quel état se trouvent les archives du Parlement et que proposez-vous? Il faut une évolution souhaitée au niveau des archives. Les archives aujourd'hui ne sont pas numérisées et ça fait partie donc des maillons faibles donc de la mondialisation que nous sommes en train de souhaiter. Du travail a démarré, mais il reste à consolider ce travail-là par la numérisation des archives et pouvoir rendre l'archive à la disposition du public. Aujourd'hui, quand vous voulez faire de la consultation sur les travaux parlementaires, il faut se déplacer, il faut venir au Parlement où il y a un effort qui est fait. Mais il faut poursuivre cet effort-là et l'Union progressiste, le renouveau, va s'y atteler une fois au Parlement pour que ce qui est entamé sous l'impulsion du président Béounou Vlavonou, que notre passage UP, le renouveau, puisse continuer. Et puis voilà, merci. On va évoluer sur d'autres questions. On reste toujours sur la modernisation avec le représentant du parti Moël Bénin. La question des archives numériques, est-ce que c'est une préoccupation pour votre formation politique? Bien sûr, cela entre dans notre politique globale, en fait, dans notre proposition qui est comprise dans notre offre de législature. Les archives, il ne faut pas les lâcher parce que c'est ça qui constitue en fait la mémoire du travail parlementaire. Et je l'ai déjà décrit dans mon précédent passage, dans ma précédente prise de parole. Je pense qu'il faut peut-être revenir à une autre dimension qu'on ne voit pas. La fidélité en fait de la transcription qui est faite lors des débats. Je pense que l'humain seul ne peut plus faire ce travail-là. Aujourd'hui, il y a des outils très très intelligents comme la transcription à l'aide de l'intelligence artificielle pour en fait systématiser cela et l'humaniser après pour les corrections et éviter les erreurs. Cela aussi entre dans le cadre de la sauvegarde de la mémoire parlementaire, outre la dématérialisation qui est à promouvoir. Vous proposez alors l'introduction de l'IA dans les habitudes parlementaires? Bien sûr, ce n'est plus un luxe, c'est une réalité. Et aujourd'hui, quand on fait des meetings, même en ligne, quand on fait des visioconférences, on peut intégrer une personne tierce qui est l'IA, qui va retranscrire de façon fidèle tous les débats et après, on va les relire pour l'humaniser. Ça simplifie la tâche et ça permet d'être plus fidèle. Très bien. Alors, nous allons très rapidement passer au contrôle et l'action gouvernementale et la transparence. Je reste avec vous, Fabroni Yoklounon. Dites-nous, est-ce que vous pensez que la présence déjà en commission par les différents parlementaires pour vote et proposition des lois doit être une nécessité? Je pense sur le contrôle de l'action gouvernementale, il faut déjà saluer les travaux qui sont faits, parce que les élus, les parlementaires qui nous représentent, on ne peut pas nier en fait de leur bonne foi à représenter les intérêts du peuple. Néanmoins, on pense qu'il y a des efforts, des choses à renforcer pour mieux contrôler l'action gouvernementale. Il y a les outils classiques qui sont déjà là, les tests sont là, il y a les questions sur l'actualité, les questions orales avec ou sans débat, les questions écrites, c'est bien.
de pouvoir continuer là-dessus. Nous, à Moël Bénin, dans notre offre de législature, on est clair sur la question. On a une démarche à double détente. La première démarche, c'est de renforcer le contrôle de l'action gouvernementale en suivant notre valeur qui est claire dans la vérité politique, même en étant de la classe de la mouvance, il y a des choses sur lesquelles il faut attirer l'attention. Ça, c'est la première démarche. Deuxième démarche, il ne faut pas que dire quand c'est mauvais. On va instaurer en fait une pratique de félicitation du gouvernement. Cela entre aussi dans le cadre du contrôle pour lui dire « Écoutez, ce que vous faites, ça c'est très bien. » Nous, on l'encourage parce qu'on dit, il y a un adage dans notre langue qui dit « Avodjekento, yenikpa ». Donc, c'est les deux démarches qu'on veut aborder une fois au Parlement. Orden Aladatin, vous qui êtes de la législature finissante au Parlement, dites-nous, qu'est-ce qui a empêché ou empêchait réellement les députés de contrôler efficacement l'action du gouvernement? Les députés n'ont jamais été empêchés de contrôler l'action du gouvernement. Ça s'est toujours fait. Simplement qu'avec l'Union progressiste, le renouveau et certainement le Bloc républicain, ça s'est fait avec moins de vacarme. Et je pense pour ma part qu'il faut évoluer dans ce sens. Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec le gouvernement. Par exemple, quand le groupe parlementaire Union progressiste, le renouveau, demande à rencontrer des ministres pour lui demander des comptes sur la question du port de casque. Quand on va voir, paix à son âme, le ministre Kouaro pour lui demander la question des AME, où est-ce que nous en sommes et quelles sont les mesures qui sont prises pour que donc, les AME n'aient pas de pléthore d'heures, parce que les AME se sont plaints de ce que les heures qui sont prescrites par les tests, il y en avait qui, dans le système, avaient beaucoup plus, étaient beaucoup plus acculés que ce qu'il n'en fallait. Ces questions-là, nous ne voyons pas. Parce que nous disons que nous soutenons le gouvernement et qu'à chaque action, qu'il ne faut pas aller sur les plateaux. Et je crois qu'il faut l'améliorer parce que nos concitoyens ne perçoivent pas ce travail efficace qui se fait. Et je pense que l'Union progressiste devrait faire savoir un peu davantage ce type d'action. Mis à part cela, il faudrait que l'on travaille tous collectivement dans la cité à montrer que le contrôle de l'action gouvernementale n'est pas nécessairement pour aller sanctionner. Et c'est ce que nous confondons. Le parlementaire n'est pas un opposant au pouvoir. Le parlementaire contrôle le pouvoir pour qu'il n'y ait pas des abus, pour que les fonds que le député met à la disposition du gouvernement ne soient pas dilapidés, tout ça. C'est son rôle. Et les fois où je me suis senti vraiment dans la peau du député, c'est le cas où nous sommes allés sur des missions d'information sur le terrain. Je me suis retrouvé, par exemple, en Dali et à Tchaourou, en train de visiter les cantines scolaires. J'ai des vidéos où les enfants étaient heureux, où nous sommes allés constater et bien les évolutions qu'il y avait et quelques faiblesses que nous avons pondues. Et des rapports sont envoyés au gouvernement. Je crois que de plus en plus, nous devons faire publier ce genre de rapports pour que les populations sentent ce que font pour eux les députés, quoique supportant l'action du gouvernement. Et puis les pétitions. Les pétitions. Vous savez que l'un des outils au Parlement, ce sont les pétitions, où les citoyens peuvent, à travers des pétitions, 1, 2, 3 personnes, peuvent écrire au Parlement pour demander un certain nombre de choses. Et des missions sont envoyées sur le terrain dans le cadre des centres de vote, dans le cadre des découpages administratifs. Et ça, nous ne l'avons souvent pas fait assez parce que, vous savez, pour aller sur le terrain, chaque député le fait, mais le fait en groupe nécessite des moyens, parfois que l'Assemblée nationale n'arrive pas à mobiliser au profit des groupes qui se forment. Je crois que les groupes parlementaires devraient davantage s'impliquer dans ce devoir d'écoute des populations à travers ce genre de thématiques où ce ne soit pas nécessairement sur l'organisation du Parlement, mais que les groupes parlementaires organisent eux-mêmes. Et c'est ce que nous allons faire à l'Union progressiste, le renouveau, pour que de plus en plus que nous ayons ce genre de mission d'information interne aux groupes parlementaires sur le terrain. Très bien. Et Casimir Sossou, vous qui êtes du Parti Bloc républicain, comment est-ce qu'on prévoit participer au contrôle de l'action gouvernementale, bien qu'étant membre de la majorité politique? Merci beaucoup. C'est une prérogative du parlementaire. Et le Bloc républicain satisfait cette obligation à travers
déjà le vote de la loi, du règlement, qui est un contrôle constitutionnel de l'exécution du budget par le gouvernement. Et vous savez, dans la pratique, avant que le Parlement n'adopte la loi de règlement qui dit que la gestion du gouvernement a été faite dans les règles de l'art et conformément au budget prévu, il y a un anneau blanc que la Cour des comptes met. Et donc la Cour des comptes vient exposer devant le Parlement les amens qu'elle a faites de la gestion du gouvernement. Et ça, c'est un outil important pour permettre aux députés non comptables, non financiers, d'avoir le regard du professionnel, de l'expert qu'est la Cour des comptes avant d'adopter la loi de règlement. L'autre chose, le bloc républicain, aux côtés du groupe parlementaire, l'Union progressiste, le Renouveau également, a adopté une loi sur la planification et l'évaluation des politiques publiques. Et donc, quand on ne navigue pas à vue, quand on essaye de programmer, de planifier, le contrôle est beaucoup plus facile. Et donc, en amont, on a voté des lois pour permettre la planification des politiques publiques et leur évaluation. Et mieux, nous sommes allés à adopter la vision Bénin 2060. Le Bénin, un monde des splendeurs. Et donc, quel que soit le régime qui s'installe au Bénin prochainement, il doit d'abord se regarder dans cette vision-là avant d'élaborer son programme d'action du gouvernement. Et donc, c'est dans ces outils de prévision que nous pouvons puiser les outils de suivi, de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a bien entendu les questions au gouvernement, donc questions orales, questions écrites, questions avec débat, et des descentes sur le terrain. Mon collègue Oden l'a dit tantôt, les cantines scolaires, quand vous allez sur le terrain, vous constatez. Moi, je suis membre d'une commission qui a vérifié, par exemple, suite à la déclaration du ministre Akpona, la gestion qui est faite des fonds dans le secteur de l'énergie et de l'eau. Nous avons été sur le terrain accompagnés des députés du groupe parlementaire Les Démocrates. On a vu des choses où on disait qu'il n'y a pas l'eau, on a bien vu l'eau. On est allé sur l'Okpara, on a constaté. Ça, c'est aussi le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, c'est pour dire qu'au niveau du bloc républicain, nous restons dans le cadre défini par la loi, donc pour les prérogatives du parlementaire, et dans ce cadre, on suit bien l'action gouvernementale. Est-ce que vous comptez renforcer ce contrôle pour les années à venir? Bien sûr que oui, parce que ça doit se renforcer à travers la digitalisation de tout secteur. Vous savez, aujourd'hui, les informations, et là, il faut féliciter le gouvernement, avec la digitalisation de tous les secteurs de l'administration publique aujourd'hui, pour avoir une information, vous n'avez pas besoin forcément d'aller dans la structure. Et déjà, de votre smartphone, vous pouvez avoir des informations. Et ça facilite les débats quand les ministres passent devant l'Assemblée nationale, même en commission, vous avez assez d'éléments même pour confondre les membres de l'exécutif. Et aujourd'hui, cela est tellement utile qu'il faut renforcer cela pour les législatures à venir, parce que le contrôle de l'action gouvernementale, c'est ça qui permet au gouvernement d'être beaucoup plus, disons, regardant envers et lui-même sa conduite de l'action publique. Merci. Guy Dossou-Mitokpe, il est dit du député qu'il vote des lois et qu'il contrôle l'action du gouvernement. Que compte faire votre parti politique en la matière? Merci infiniment. D'abord, il faut savoir ce qu'on avait déjà fait. Étant au sein de ce Parlement, je crois que s'il y a
un rôle qui n'a pas été bien joué au cours de cette législature, c'est bien le rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Parce que vous savez que les députés, c'est 3 rôles fondamentalement: consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement et voter les lois. Et donc sur la question du contrôle de l'action gouvernementale, les députés de l'opposition ont fait ce qu'ils avaient à faire. Quand vous prenez un groupe parlementaire comme celui des démocrates, on a posé plus de 70 questions au gouvernement. Et sur la totalité de ces questions, à peine le gouvernement est venu répondre à 10 ou 11 questions. Et donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que l'entrée de l'opposition, ce n'est pas forcément le bavardage dont parlait mon cher aîné, ou bien tout ce qui est ostentatoire, c'est-à-dire le match vu. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que depuis un certain nombre de législatures, la question du contrôle de l'action gouvernementale n'est pas véritablement exercée comme il se doit. Et si ce n'est pas véritablement exercé comme il se doit, c'est que le régime travaille à cela. Vous voyez, on a aujourd'hui une constitution qui a été d'abord modifiée le 1er novembre, je crois bien, 2019. Dans des conditions que vous connaissez, avec un Parlement purement monocolore. Et dans ce qui a été modifié dans cette Constitution, il y avait qu'il fallait retirer le droit aux députés de ratification de prêts. Et donc pour nous, ça participe de l'action de contrôle du Parlement. Et donc lorsqu'on arrache une prérogative comme cette prérogative au Parlement, c'est que visiblement, vous êtes face à un exécutif qui n'a pas véritablement envie que le Parlement joue ce rôle comme il se doit. Et cela se transcrit d'ailleurs dans le comportement des membres du gouvernement actuel lorsqu'ils ne viennent pas répondre aux questions. Parce que tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir quand on rentrera au Parlement, qu'est-ce qu'on apportera de nouveau. Et c'est que j'ai insisté sur le fait que les besoins des populations doivent être au cœur de nos actions. Lorsqu'il y a eu la creusée des tranchées dans la partie septentrionale contre les paysans, on a posé des questions. Lorsqu'il y a eu des bavures policières, on a posé des questions. Lorsque les populations, sur la question de la commercialisation du soja et du cajou, il y a eu des populations mécontentes, des paysans, on a posé des questions. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 70 questions ont été posées, à peine. Et vous avez même parfois l'impression du mépris de l'exécutif avec la bénédiction de la majorité parlementaire, ce qui est très regrettable. Donc, pour moi, lorsque vous laissez la main à un régime qui est comme ce régime qui est très sensible aux critiques et qui ne veut pas véritablement que l'opposition joue son rôle, lorsque vous donnez la majorité à ce régime au Parlement, mais écoutez, vous partez vers l'autoritarisme. Et ça, c'est sans hésitation. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement quand vous serez au Parlement? Je l'ai dit, peut-être que vous ne m'écoutez pas assez. Quand je dis que nos productions seront sur les besoins des populations. Et ça, c'est la meilleure des choses d'ailleurs. Vous ne pouvez pas rentrer au Parlement réinventer la roue. Vous rentrez au Parlement parce que des populations vous ont fait confiance. Et lorsqu'elles vous font confiance parce qu'elles ont des difficultés. Et donc, le besoin premier, lorsque vous êtes à l'intérieur du Parlement, c'est de vous tabler comme il se doit sur les besoins des populations. Et ça, on n'a pas manqué de le faire. Quand je vous dis, par exemple, que 70 questions ont été posées et qu'à peine une dizaine a attiré l'attention du gouvernement, c'est ça, d'ailleurs, l'un des rôles majeurs du parlementaire. Vous ne me direz pas que lorsque le Parlement il était unicolore, il y a eu plus de 70 questions posées au gouvernement. Ça, c'est l'une des choses sur lesquelles il faudrait mettre l'accent. L'autre chose pour laquelle je voudrais revenir, mon cher aîné Oden parlait tout à l'heure, il a parlé de pétitions. Les populations qui peuvent faire des pétitions et tout le reste. Mais même ce qui est réglementaire et qui se fait par les collègues n'attire pas la sensibilité du gouvernement. Ce n'est pas les populations qui le feront et les gouvernants seront sensibles à cela. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je pense que le 11 janvier 2026 est une date stratégique, fatidique pour notre pays. Il ne faut pas prendre cette élection comme une élection classique. Le 11 janvier 2026, nos populations doivent comprendre qu'il faut sortir massivement pour arrêter un certain nombre de choses. Il faut sortir massivement pour accorder le suffrage au parti aujourd'hui qui est exclu, au parti aujourd'hui qui est ostracisé, au parti aujourd'hui sur lequel il y a beaucoup d'acharnement. Donc, cette élection, nos populations doivent profiter de cela pour sortir massivement et apporter les suffrages au Parti des démocrates. Très bien. Orden Aladatin, un outil dont dispose le Parlement pour contrôler l'action du gouvernement, c'est la commission d'enquête parlementaire. Pensez-vous
que dans le Parlement où vous serez, si le résultat des urnes vous est favorable, que vous pourriez apporter plus, je veux dire, plus d'efficacité à cette commission-là, à cet outil-là? D'accord, merci. Nous souhaitons vivement que les populations nous accordent leur confiance et qu'ils accordent leur confiance aux candidats que nous avons déjà désignés. Parce qu'à travers le candidat que nous avons déjà désigné, il y aura moins de motifs de commission d'enquête parlementaire. Voilà, c'est un vaste communicant. Parce que quand vous avez un gouvernement qui est mauvais, qui multiplie les phrases, qui multiplie les détournements, qui multiplie la mauvaise gestion, il n'y aura plus de besoin de faire des commissions d'enquête parlementaire. Je voudrais pouvoir préciser ça. Avec le président Patrice Talon, certainement qu'il y en a eu. Et l'honorable se souvient de vous dire par rapport à l'eau et l'affaire à Dambi et autres, on l'a fait lorsque ça s'impose, il faut le faire. Il ne faut pas le faire pour la forme, il ne faut pas le faire pour empêcher le gouvernement de travailler. De façon factuelle, moi je suis au Parlement, je participe à la 7e législature avec l'honorable Guy Mitokpe, celui qui a le plus posé de questions au gouvernement, alors que le Parlement était composé de tout le monde, s'appelle honorable Dakwe Sossou. Et il est là devant moi, il ne peut pas me démentir. Et Dakwe Sossou n'était pas de l'opposition. Parce que vous savez, pour nous-mêmes, quand on a eu ce gouvernement qui travaille et que je dis, bon, les résultats seront visibles sur le terrain, il y a même des informations qu'à travers ces questions-là, le gouvernement nous apporte, nous qui soutenons le gouvernement. Vous savez que dans la normocommunication, le gouvernement que nous avons supporté a été totalement timide. Et même vis-à-vis de nous qui supportons l'action du gouvernement, il y a des choses que le gouvernement vient au Parlement que nous découvrons. Et nous, ça ne nous plaît pas que ce soit ainsi. Et parfois, nous-mêmes, nous posons des questions pour mieux voir la marche, donc les orientations que nous avons données, comment c'est opérationnalisé sur le terrain. Donc, ce n'est pas un problème du tout, les questions à poser au gouvernement et autres. Et les commissions d'enquête parlementaire qui ont été mises en place par le parti, aucune d'elles n'a abouti. J'ai dit, aucune n'a débouché à rien. On va bavarder au Parlement, on va crier, les populations vont dire, voilà, ils nous défendent. Chaque commission d'enquête parlementaire, les députés prennent des PTM pour aller sur le terrain. Et puis au finish, zéro. Il y a eu des propositions qui ont été faites pour que dans ces commissions de députés, qu'il y ait des techniques, puisque les députés ne sont pas des techniciens pour aller investiguer et faire des rapports pour pouvoir poursuivre. Quelle proposition, par exemple? Non, une proposition concrète, par exemple, pour que dans ces commissions parlementaires, qu'on mette des techniciens qui savent faire ce genre de travail, ce que les députés ne savent pas nécessairement faire. Et je ne donnerai que cet exemple-là. Donc, c'est ça, le Parlement doit s'ouvrir à l'opposition, nous sommes d'accord, mais tout ce que nous disons, c'est que l'opposition ne vienne pas, vous voyez bien la GDIZ, où donc, voilà, une industrialisation. On a toujours dit que le pays n'est pas industrialisé. Sous l'effort du gouvernement, nous avons mis en place la GDIZ. Et l'honorable Guy Doussou Mitokpe vient de nous dire publiquement qu'une fois au Parlement, l'opposition va demander que les paysans vendent nos produits à l'extérieur. Alors que les pays de l'AES, vous avez vu les pays de l'AES, le Niger, le Burkina, interdisent que leurs produits vivriers viennent au Bénin, rien que les produits vivriers. Et l'honorable Guy Mitokpe vient dire à nos populations qu'une fois au Parlement, lui va briser les tranchées pour que donc notre soja, notre coton, notre cajou puisse être vendu de l'autre côté de la frontière. En le faisant ainsi, honorable Guy Mitokpe, et le président de la République vous l'a dit face à face, vous allez tuer la GDIZ. Vraiment, ne faites pas ça. Si vraiment les populations nous écoutent, mais ne faites pas ça, honorable Guy Mitokpe. Vous n'avez pas le droit de tuer le tissu industriel en gestation au Bénin. C'est ça, cette décision qu'on va instrumentaliser. On va dire aux populations, vous pouvez vendre vos produits partout. Ce n'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Très bien. Honorable Aladati, vous avez indexé le représentant du parti Les Démocrates. Il aura le temps de réagir, justement. Voilà. On va laisser la parole à Fabroni Bill Yoklounon. En termes de contrôle de l'action gouvernementale, qu'est-ce que Moël Bénin propose?
Alors, vous voyez, vous constatez avec moi, les téléspectateurs vont le constater aussi, qu'il y a quand même des fixations entre les deux aînés. C'est la preuve qu'il faut un renouvellement politique. Et Moël Bénin est là pour ça. Moël Bénin propose cette vision-là, parce que tant qu'il y aura des pics lancés entre anciens honorables qui se connaissent très bien, il faut un renouvellement politique et il faut planifier en fait l'action parlementaire. Et nous l'avons fait, nous le faisons à Moël Bénin. Nous avons notre offre de législature. Il y a la version complète qui est 44 pages, le livret qui est juste en 6 pages. Et cette offre de législature aborde toute notre vision, en 12 fondements et en 25 engagements. Et pour nous, le contrôle de l'action gouvernementale est clair. Mais il faut d'abord revenir au rôle du député, à la mission du député. Outre l'action législative, celle de voter des lois ou de proposer des lois, outre le contrôle de l'action gouvernementale, le député représente tout le peuple béninois. Et une fois qu'il siège à l'Assemblée nationale, il a l'obligation en fait de retourner vers ce peuple-là pour mieux comprendre les aspirations du peuple et surtout anticiper certaines questions en écoutant le peuple. Et nous, à Moël Bénin, de façon systématique, dès qu'on aura, même avant d'avoir des députés, on le fait déjà, c'est de planifier les descentes sur le terrain, entre les sessions ordinaires à l'Assemblée nationale. Il faut que les députés aillent sur le terrain de façon organisée, aillent réécouter leurs bases par rapport à leurs difficultés sur des sujets afin de les remonter dans les questions, dans les outils du contrôle d'action gouvernementale. Donc, c'est ce que nous va proposer. On va planifier en fait nos actions dans la communauté. C'est tellement important que c'est précisé dans notre offre de législature parce qu'en le faisant, nous arrivons à anticiper beaucoup de choses. Le Parlement n'est pas le bras opérationnel de l'exécutif. Non, le Parlement est le premier pouvoir, si on peut même le dire ainsi. C'est le premier pouvoir parce que c'est le pouvoir qui vote, qui légifère. Et c'est les lois qui sont votées, qui sont proposées, qui sont relues, qu'applique l'exécutif. Et pour nous, c'est clair que la démarche, elle est double. Le contrôle va se passer à travers le renforcement des actions de contrôle. Et cela va passer également avec un dialogue entre les autres parties en fait, de la population. Il y a les OSC, les organisations de la société civile, qu'on n'écoute peut-être pas assez sur certaines questions. Il faut aller les voir sur certaines thématiques. Le grand frère honorable Aladati a parlé tout à l'heure de l'expertise en fait dans les commissions d'enquête. Il faut cette expertise-là et cette expertise aussi sur certains sujets, elle est disponible dans les organisations de la société civile. Il faut aller aussi vers les groupements d'intérêt ou aller vers les groupes interprofessionnels, les écouter, remonter leurs besoins parce qu'ils font partie de la population. Écouter les médias, ça c'est des questions sur lesquelles les populations nous attendent et nous, à Moël Bénin, c'est systématisé, c'est instauré et surtout, c'est planifié dans notre offre de législature. On vous aura compris maintenant sur l'aspect où vos députés doivent interroger le gouvernement. Est-ce que vous comptez le faire véritablement? Bien sûr. À Moël Bénin, on incarne la vérité politique. Dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Avodieketor et Nakpa. Quand c'est bon, il faut avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de le dire. Et on va le dire. Ça, c'est notre première démarche. Deuxième démarche, quand ce n'est pas bon, on va poser des questions. C'est la moindre des choses parce qu'en tant que député, on n'est pas là pour faire plaisir au gouvernement. Et je crois que le gouvernement ne nous attend pas sur cela. Le gouvernement veut améliorer les impacts de son action. Et pour ça, le gouvernement serait même très content d'avoir en fait ces questions-là de façon adressée à des ministres, à l'exécutif. Et au-delà de ça, il faut aussi multiplier les moyens de contrôle. Et les moyens de contrôle ne doivent pas être seulement les moyens de contrôle officiels qu'on utilise. Il y a des dialogues, des discussions qu'il faut avoir dans les couloirs. Et cela aussi passe par le contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce que vous serez favorable, vous, Fabroni Yoklounon, à des auditions parlementaires ouvertes au public et retransmises en direct quand il s'agit justement de séances de contrôle d'action du gouvernement? Il n'y a pas de secret à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est la chambre des représentants du peuple. C'est le peuple, en fait. Et il n'y a pas de secret au sein du peuple. Donc, l'Assemblée nationale, c'est l'espace où il y a toutes les diversités possibles. Et quand il y a diversité, il faut écouter les débats.
Et pour moi, les débats publics, c'est important. Et je crois on le fait pour beaucoup de débats. Aujourd'hui, la télévision de l'hémicycle a fait vraiment d'efforts sur le sujet. Il faut renforcer les instants et ouvrir ces débats-là aussi à plusieurs autres corps. Mais il ne faut pas aussi tuer en fait l'action parlementaire. Le Parlement, on vote pour le Parlement pour qu'il représente le peuple. Donc il faut faire confiance aux représentants du peuple pour faire leur job, leur exercice. Et bien sûr, pour moi, ce n'est pas une question d'être favorable ou pas, c'est une nécessité. Que proposez-vous, Guy Dossou-Mitope, comme exigence de redevabilité des députés face aux populations? Merci infiniment. Et avant de venir à votre question, je vais d'abord faire rectifier ce que mon cher aîné, bien-aimé Oden, disait tout à l'heure en ce qui concerne les paysans. Non, je ne l'ai pas dit. Vous savez, lorsque vous faites un reproche ou lorsque vous faites une dénonciation, on ne peut pas vous prêter des intentions. Voilà, j'ai dénoncé quelque chose, mais on ne peut pas me prêter des intentions. Nos paysans qui font leur production et qui veulent les écouler, nous sommes dans un contexte de libéralisme. Mais ceci étant dit, le patriotisme doit prendre le dessus. Mais nous avons des pays qui nous entourent. Au nom de quoi un pays, permettez, je ne voudrais pas peut-être faire de fixation sur le pays, mais certains pays nous entourent et font le kilogramme du soja ou de la noix de cajou mieux que nous. Pourquoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas améliorer? En réalité, ce que nous dénonçons, c'est la méthode. C'est la méthode cavalière. De creuser des tranchées, et pose de blocs de granit et tout le reste, mais on n'est pas autant moyenâgeux. Donc, ce que nous remettons en cause ici, c'est la méthode, c'est le mode de fonctionnement. Mais ceci étant dit, la GDZ qui en soi n'est pas une mauvaise chose, si elle doit fonctionner, mais il faut discuter avec les paysans, il faut revoir l'approche, c'est tout ce que nous disons. Merci. Donc, dit que Guy Mitope préfère qu'on aille vendre aux gens de l'AES et tout le reste, je ne l'ai pas dit. Voilà, c'est un procès d'intention et je ne l'ai pas dit. À la question de redevabilité des députés face aux populations. Une chose est de voter des lois, l'autre est de l'expliquer aux populations. Que comptez-vous faire? Non, la première des choses, je l'ai dit, c'est que dans un contexte où la contestation n'est pas permise ou n'est pas autorisée, il faut tout faire pour faire entrer dans le jeu une force de contre-pouvoir. C'est même l'esprit de ceux qui pensent qu'il faut aller à la séparation des pouvoirs. Lorsque on a l'exécutif, on a le Parlement et tout le reste, c'est qu'il faut permettre l'entrée de l'opposition. Et donc, la première des choses que nous ferons, c'est ce que nous avons fait au cours de cette législature, qui en soi n'est pas mauvais. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, on a interpellé le gouvernement. Pour les lois qui étaient, selon nous, des lois pour lesquelles il fallait apporter son approbation, on l'a fait. Pour les lois qui, selon nous, pour lesquelles il fallait revoir ou relire, on a posé nos exigences. Donc, ce que nous avons fait de bien, nous continuerons de faire ce que nous avons fait de bien. Et s'il y a des choses à revoir, nous allons les revoir naturellement. Comme par exemple, s'il y a une question sur laquelle nos détracteurs reviennent très souvent, c'est que systématiquement, les démocrates disent non à tout. Non, on n'a jamais dit systématiquement non à tout. Ce qui, selon nous, rentre dans le cadre de développement du pays pour le bien de tous, on contribue à cela et ça, c'est sans gêne. Ce n'est pas la question. C'est bien la question. Est-ce que le parti, les démocrates, comptent aller rendre compte à nos populations pour des lois qui seront votées à l'Assemblée nationale? Ça rentre dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous sommes favorables à ça, on ne peut pas dire compte. Lorsque les populations vous font confiance et qu'elle vous envoie à l'Assemblée nationale, la redevabilité, c'est quelque chose pour laquelle nous nous sommes toujours battus. Donc retournez. Vous aviez eu à le faire. Je crois que nos députés l'ont fait. Et l'honorable Kazimi est mieux placé. Il a dit tout à l'heure, ils ont fait le terrain avec certains de nos parlementaires. Je crois que ça rentre dans le cadre des activités du Parlement. On ne peut pas être réfractaire à ça. On a été pour, et s'il faut reprendre, on le fera. On va soumettre la même question aux représentants du parti Bloc républicain. Êtes-vous favorable à l'idée d'aller rendre compte de façon systématique une fois qu'une loi est votée à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup. Je voudrais rétablir quelque chose sur ce point précis. Désormais, dans notre pays, la vulgarisation des lois est dévolue au Conseil économique et social. Le CES moderne, le CES modernisé, dans ses démembrements dans les départements, ont pour mission d'expliquer les lois. Vous avez vu la version révisée
de notre Constitution récemment, c'est le Conseil économique et social qui a pris le lead pour expliquer le contenu des aspects révisés à nos populations. Donc, désormais, c'est vrai, le député, à travers sa circonscription, explique, mais de façon régalienne, cet exercice est confié au Conseil économique et social. Je voudrais dire quelque chose par rapport aux accords, autorisations de ratification des prêts que l'honorable Guy Mitokpe a tantôt fléchés. Je pense que, comme l'a dit souvent le président Patrice Talon, le Bénin est au-dessus de nous tous. Et si le Bénin est au-dessus de nous tous, nous défendons les populations pour leur mieux-être. Pour leur mieux-être. Et pour leur mieux-être, tout est urgent au Bénin et tout est important, opportun et urgent. Et donc, quand on a besoin de fournir de l'eau aux populations, de l'électricité aux populations, des routes, comme on en a actuellement, on a besoin d'avoir des financements et d'aller le plus rapidement possible. Eh bien, vous avez connu par le passé des accords soumis à ratification du Parlement qui passent toute une législature sans être autorisés, pendant que le bailleur rappelle la possibilité au Bénin d'avoir ces prêts-là. Et donc, on a tout le temps marqué les pas du surplace. Et c'est ça, si je peux même rappeler, le président Yahi Boni, un jour, était furieux et a sorti le concept de la dictature de développement. C'était justement sur ce point-là. Et quand vous discutez avec nos collègues démocrates en off, pas devant caméra, ils vous diront, même si nous prenons le pouvoir, personne ne reviendra sur ça parce que le développement, le cœur du développement est là, c'est la mobilisation des ressources. Il ne faut pas que ça soit laissé à l'humeur du parlementaire qui autorise l'exécutif. Le peuple a fait confiance à un président de la République pour développer le pays. Et donc, au nom de droits parlementaires, le député empêche le président de la République d'aller chercher, d'aller mobiliser les ressources pour développer. Et donc, si le Bloc républicain avait déjà accompagné cette révision-là pour que le gouvernement puisse avoir les prêts et rendre compte au Parlement dans les 90 jours. Et donc, à travers le contrôle de l'action gouvernementale, ce compte est rendu et puis tout est dans le budget et revient encore dans la loi de règlement. Donc, cet aspect de la révision est très positif pour le pays. Je voudrais souligner cela et dire sur l'aspect des paysans, la culture et tout ça, le programme du Bloc républicain, le programme de législature du Bloc républicain a déjà initié des avant-projets de loi sur la modernisation de l'agriculture, comment mettre assurance maladie, assurance universelle pour les paysans, l'assurance par rapport au changement climatique pour que les paysans ne soient plus soumis aux aléas. Tantôt, s'il ne pleut pas, leur investissement est perdu. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui assure cela. Et donc, il y a ces projets qui sont là. Il y a des propositions, des projets de propositions de loi qui sont dans le programme de législature du Bloc républicain qui concernent la professionnalisation ou comment mettre fin à la précarité de la carrière des enseignants AME et comment faire la révision des taux horaires de notre formation, le cursus scolaire, pour permettre une adéquation formation-emploi. Le Bloc républicain propose que les horaires au niveau des cours soient revus pour que la matinée soit au cours théorique et que dans l'après-midi, on puisse rattacher nos apprenants à des corps de métier auprès des centres de formation pour que, in fine, à la fin de la formation, on ne soit pas seulement destiné à parler le français, mais qu'on puisse faire quelque chose. C'est dans notre programme de législature. Merci. Très bien. Merci beaucoup, chers représentants du Bloc républicain. Nous venons de boucler 1 heure donc, de débat sur ce plateau. Nous avons encore une trentaine de minutes et nous avons évacué
deux sous-thèmes. Nous sommes sur le sous-thème relatif au contrôle de l'action gouvernementale et la transparence. Et pour vous informer donc du temps de chacun, le Bloc républicain a déjà 14 minutes 45 secondes. L'UP Le Renouveau, 14 minutes 15 secondes. Le Parti Moël Bénin, 13 minutes. Et les démocrates, 11 secondes de plus, donc 13 minutes 11 secondes. Voilà donc pour le temps de parole de tout un chacun jusqu'à cet instant. Et nous abordons à présent le volet relatif à la place des citoyens, des médias et de la société civile dans la vie parlementaire. Les médias sont-ils, pour vous, chers parlementaires, des partenaires ou des gêneurs permanents? Ordena la date. Des partenaires. C'est pourquoi, sur l'impulsion du groupe parlementaire l'Union progressiste Le Renouveau, nous investissons vos plateaux. Parce qu'une fois, et vous pouvez témoigner, des militants, des cadres de l'Union progressiste Le Renouveau n'ont été invités sur vos plateaux et ont brillé par leur absence. Déjà, donc, des partenaires privilégiés. Il m'arrive même de suivre des débats et d'appeler. Et vous n'allez pas me démentir. Au moins, il y a le journaliste de Canal 3 qui est là, de suivre les débats, d'appeler et d'apporter parfois le rééquilibrage immédiat, donc dans des débats publics. Nous le faisons et nous sommes encouragés par le groupe parlementaire, par notre parti, à le faire. Donc ce sont des partenaires. Au-delà des partenaires que vous êtes au niveau des médias, la société civile dans son ensemble sont des partenaires. Une illustration. La fois dernière, lorsqu'il s'est agi du vote sur la loi relative aux fondations et aux associations. C'est sur l'impulsion du groupe parlementaire et puis avec l'honorable Sossou qui par ailleurs est mon vice-président au niveau de la commission des lois, nous avons invité les acteurs de la société civile à nous envoyer un mémo de la société civile. Les fondations intérieures, les fondations internationales, la maison de la société civile, personnellement, il y a eu leur mémo. Et puis que nous avons étudié. Il y a certaines préoccupations qui ont été prises en compte. Les préoccupations qu'il ne fallait pas prendre en compte, nous leur avons dit pourquoi. C'est donc ce partenaire-là, ce partenariat, il est établi et il reste à ce qu'il soit renforcé. Quand on a parlé du Parlement ouvert tout à l'heure, c'est avec la société civile que le Parlement a un partenariat. C'est ça. Et il y a des auditions qui se font, des débats qui se font dans le cadre donc, du Parlement ouvert. J'oublie le nom de l'association, c'est mes anciens partenaires qui sont sur ce projet-là. Nous le faisons, d'accord. Et puis, donc, dans l'élaboration des propositions de tests, il y a beaucoup de propositions de tests que nous portons la part des citoyens. Parce que vous savez, les citoyens ne peuvent pas saisir directement le Parlement donc pour leurs idées. Souvent, les populations disent, ouais, et pourquoi le député ne prend pas telle chose? Nous leur disons, faites-nous des propositions, des suggestions. Des députés UP Le Renouveau portent beaucoup de propositions de tests venant des concitoyens, ce que nous allons renforcer. Moël Bénin, on vous écoute à présent pour votre réponse à cette question. La place des citoyens, des médias et de la société civile. J'avais commencé par le dire, mais la répétition est pédagogique. Je crois qu'il faut, en plus de renforcer la confiance de la population en l'Assemblée nationale, il faut s'intéresser à tout le monde. Et ce n'est pas que les médias, ce n'est pas que les citoyens, ce n'est pas que les organisations de la société civile, c'est aussi tout groupe interprofessionnel qui peuvent intéresser. Il faut écouter tous les citoyens parce que ces citoyens, avant d'être en fait dans un poste, dans un rôle, dans une mission, dans un travail, ils sont des Béninois. C'est pour ça qu'à Moël Bénin, on a une approche interne, mais aussi externe. Interne, je l'ai développé, les citoyens, les députés doivent se rendre sur le terrain de façon planifiée entre les sessions ordinaires pour écouter ces citoyens-là, recueillir en fait leurs aspirations, leurs volontés, afin d'anticiper et de renforcer le contrôle de l'action gouvernementale. Les médias sont des citoyens et il faut se prêter à l'exercice, surtout dans la bienveillance de répondre à leurs appels sur les plateaux de télévision. Et nous, on est très disponibles pour parler de la question. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus dans cette approche que vous abordez, c'est l'approche externe. Aujourd'hui, pour les élections communales et législatives,
la diaspora n'exprime pas son vote. Ceci n'est pas normal, il faut que cela change. C'est pour ça qu'on a proposé dans notre offre de législature que la diaspora soit concernée pour exprimer son vote. C'est très important parce que quand on prend le produit national brut, qui est différent du produit intérieur brut, le produit national brut, les Béninois de l'extérieur, ils participent fortement. Et personne ne peut le nier. Que ce soit au Canada, en Amérique, en France, même sur le territoire africain, ils participent fortement, mais ces gens-là n'expriment pas leur vote lors des élections communales et législatives. Et cela déjà, ça passe pour la redevabilité, pour aussi en fait les intéresser à la question. Il faut que cela change. Et nous, on a fait des propositions sur lesquelles on travaille dans notre offre de législature. Une fois à l'Assemblée nationale, c'est des choses sur lesquelles on va travailler pour que tous les Béninois puissent participer. Dernier volet de mon intervention par rapport à la question, oui, il faut la diplomatie parlementaire. Donc, il y a des citoyens béninois un peu partout dans le monde et qui voient comment les choses se passent dans les autres assemblées. Et je crois qu'à l'Assemblée nationale, il y a des pratiques qui permettent en fait cette diplomatie-là, qui est le dialogue entre les parlements. Et cela passe également par la communauté dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans la CEDEAO, nous sommes dans l'UEMOA. Et la diplomatie parlementaire doit s'intéresser déjà à l'espace sous-régional pour qu'on puisse renforcer nos pratiques parlementaires, renforcer nos actions. Et cela ne sera bénéfique qu'au peuple béninois. Et on peut même aller jusqu'à l'uniformisation, l'harmonisation de certaines pratiques, comme c'est le cas dans le droit OHADA. Cela aussi peut se faire dans le cadre des parlements, tout en sachant raison garder. Merci beaucoup, Fabroni Yoklounon. Guy Dossou Mitokpe, membre du Parti Les Démocrates. Quelle est la conception du Parti Les Démocrates sur la place des médias, et de la société civile et même des citoyens dans la vie parlementaire? Merci infiniment. Je vais, avant de revenir à cette question, faire revenir encore, avec votre permission, sur les propos de mon vis-à-vis, le camarade Kazimi Sossou, qui disait que, en ce qui concerne la modification dans la Constitution de la ratification du prêt, qui essayait de dire les bien fondés. Mais j'ai été député. L'une des actions au Parlement, autour desquelles il y a pratiquement tout le temps l'unanimité, ce sont les ratifications du prêt. Et ça, je le dis sous le contrôle. Ça fait partie des rares lois qui sont rejetées au Parlement. Les ratifications du prêt. Souvent, pour les ratifications du prêt, ce sur quoi les députés tablent souvent, c'est le taux d'intérêt. C'est quand le taux d'intérêt est un peu élevé que les députés s'offusquent. Voilà. Sinon, quand c'est un taux d'intérêt, parce que c'est un prêt qu'il faut rembourser, souvent ça passe comme une lettre à la poste. Et donc, dire que le gouvernement voulait aller vite, et il faut aller vite, tout est urgent, non. C'est un argument qui ne tient pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses sur laquelle je voudrais revenir, c'est qu'il aurait dit que le président Yahi Boni a dit dictature du développement et tout le reste. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas là pour défendre ce que le président Yahi a dit au moment où il était président. Parce que j'ai envie d'être franchement assez cohérent avec moi-même. Mais là-dessus, je ne crois pas que ce soit en ce qui concerne la ratification des prêts. Non, ce n'est pas vrai. Je crois que ça devait être dans un domaine bien précis. Voilà, donc il ne faut pas permettre l'amalgame pour ne pas être bien compris. Sur la question de le partenariat, la place des médias, la société civile et tout le reste, oui. Nous sommes aujourd'hui les meilleurs partenaires de la presse et de la société civile. Compte tenu de le plateau, par exemple, de la télévision nationale, à plusieurs reprises, nous avons voulu le Parti des démocrates sur notre plateau, mais hélas. Mais la télévision nationale n'a jamais été aussi transparente avec l'opposition que nous sommes que les autres partis du pays. Sur des débats où vous devez être présent, de la même manière qu'on invite aussi les partis de la mouvance, vous criez par votre absence. Non, mais plusieurs fois, vous savez, quand vous avez l'impression que vous n'êtes pas traité sur le même pied d'égalité que les autres, il faut quitter la table. Et là-dessus, l'ORTB, je ne sais pas si aujourd'hui c'est SRTB, ils ont été les champions en cela. Les champions, vous dites? Champions dans la discrimination. Et pourtant, à plusieurs reprises, on vous a contacté sur des débats publics. Et la RCTB, je ne sais pas, ORTB ou SRTB pense changer aujourd'hui de fusil d'épaule et voudrait véritablement équilibrer le jeu avec un parti d'opposition comme nous, on est prenant. Mais si nous constatons que nous ne sommes pas traités sur le même pied d'égalité que les autres, on quitte la table. Et ça, c'est ce que nous avons toujours fait. Là-dessus, je dis... le sentiment d'être lésé, là maintenant. Non, mais aujourd'hui, il y a un chronomètre que je regarde bien, tout le temps que je parle. On fait l'effort. Donc, c'est déjà très bon qu'il y ait un chronomètre pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que
les meilleurs partenaires des médias aujourd'hui et de la société civile, c'est bel et bien le Parti Les Démocrates. Parce que vous savez que nous passons le clair de notre temps à dénoncer et à faire des propositions. Il n'y a pas de régime qui ait plus fait de mal aux médias que le régime dit de la rupture. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre de médias qui ont disparu, la paupérisation au sein des journalistes. Et même quand on parle du Parlement, le Parlement aujourd'hui, il n'y a plus cette libéralisation médiatique au sein du Parlement. J'ai vu mes camarades dire Parlement ouvert, je ne sais pas ça veut dire quoi. Mais quel Parlement ouvert? Aujourd'hui, mais pratiquement tout est bouclé au sein du Parlement. Tout est encadré au sein des 4 murs, tout est filtré au sein du Parlement. Quand j'étais à la 7e législature, on avait une foison de presse qui, après accréditation, avait la possibilité de diffuser ou de prendre des images. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses sont caporalisées avec les médias au sein du Parlement et après, filtrage, on donne ce qu'on a envie de donner. La radio du Parlement est fréquemment brouillée. Moi, je l'écoute dans mon véhicule. Vous n'avez pratiquement plus le signal. Et donc, quand on parle de YouTube et tout le reste, non, mais ce n'est pas un Parlement ouvert. Il faut qu'on se dise la vérité. Je vais regarder mon temps et je vais m'en arrêter là. Très bien, merci beaucoup. Et ça vous fait bien de regarder votre temps parce que actuellement, l'UP Le Renouveau est à 17 minutes 2 secondes. Le Parti Les Démocrates à 17 minutes 20 secondes. Moël Bénin 16 minutes 10 secondes. Et le Parti Bloc Républicain 14 minutes 45 secondes. Je voudrais avoir aussi votre avis, vous, Casimir Sossou, sur cette question de la place des citoyens, des médias, de la société civile dans la vie parlementaire avant qu'on ne passe aux innovations que chacun des partis présents sur ce plateau propose pour la prochaine législature. Très rapidement, Casimir Sossou. Merci beaucoup pour le Bloc républicain. Les médias sont des partenaires privilégiés. En cela, vous savez que dans la nomenclature des vice-présidents que nous avons au Bloc républicain, vous avez un vice-président chargé de la communication. Et donc, avec les médias, c'est le professeur Romaric Ogouale qui est votre interlocuteur direct. Cela montre combien le Bloc républicain taille d'importance aux médias. Vous savez, nos outils, vous avez le parti a un site web. Aujourd'hui, il est possible à tout Béninois, qu'il soit en campagne, en ville ou hors du pays, d'adhérer au parti le Bloc républicain à travers un lien et faire éditer sa carte de membre sans venir physiquement au siège du parti. Quant à la société civile, nous avons des échanges réguliers avec les organisations de la société civile. Le Bloc républicain a toujours participé à toute invitation, a pris part à toute invitation d'organisations de société civile, que ce soit sur le code électoral, que ce soit sur la révision de la Constitution, quelle que soit la thématique, la chefferie traditionnelle, tous les éléments d'angle de loi qui ont interpellé la société civile, le Bloc républicain s'est fait le devoir d'être aux côtés de la société civile. Les citoyens, oui, nous sommes tous les jours, nous vivons dans la population, les députés vivent dans la population, et donc comme nous avons des représentants sur toute l'étendue du territoire, oui, la collaboration entre Bloc républicain et citoyens, c'est de tous les jours, c'est notre quotidien. Et donc, pour nous, ces trois acteurs sont majeurs et privilégiés pour le Bloc républicain. Et c'est en cela que le Bloc républicain est le parti des jeunes et des femmes. Eh bien voilà, nous sommes dans la dernière ligne droite de ce débat. Nous allons évoquer à présent les innovations parlementaires que vous portez justement pour vos formations politiques. On va commencer par Orden Aladati. Qu'est-ce que l'UP propose comme innovation pour la prochaine législature? Je rappelle, avant que vous ne preniez la parole, M. Orden Aladati, qu'il ne vous reste que 3 minutes pour ce plateau. 2 minutes 50. Merci. Plus précisément. Tout à fait. Merci. Allez-y. Alors, c'est déjà renforcer les acquis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été très bien faites. Les acquis, y compris la loi qui a été votée pour les ratifications. Parce qu'au-delà de ce que dit l'honorable Mitokpe, nous sommes dans un monde concurrentiel. Nous avons besoin de financer l'eau.
lorsque le ministre des Finances, qui est notre candidat pour l'avenir, va sur les marchés publics et va trouver des taux de 2 à 3%, il n'attend pas qu'on vienne ratifier parce que les autres pays ne passent pas par cette procédure. Quand il rentre au pays pour la ratification, il revient, ce crédit n'est plus disponible. Nous allons donc renforcer les acquis. Et puis après, par rapport aux députés, renforcer la formation, mettre à niveau tous les députés parce que tout le monde, nécessairement, quand il vient au Parlement, on n'a pas les mêmes niveaux. Donc l'UP travaille là-dessus, mais la formation, ça se fait au début, mais il faudrait l'intensifier pour que ce soit sur tout le long donc de la législature que ce soit fait. Les missions d'information des groupes parlementaires, c'est le Parlement qui l'organise. Le groupe parlementaire devrait pouvoir initier donc les missions d'information sur le terrain. Et quand je dis mission d'information, ce n'est pas nécessairement des missions d'enquête. Lorsque ça s'impose, on le fera. Mais c'est des missions parce que quand vous avez donné des moyens au gouvernement, il faut aller voir à travers les programmes et projets ce qui est fait des moyens que vous mettez à disposition. Donc, au-delà du Parlement, même dans son ensemble en tant qu'institution, les groupes parlementaires devraient pouvoir renforcer cela. Et puis, il faudrait qu'on travaille à mettre sur pied une plateforme au service des commissions. Aujourd'hui, le e-Parlement qui existe naturellement, au niveau des commissions, c'est encore le maillon faible. Il faudrait qu'on ait de la traçabilité sur donc, les textes qui sont déposés au niveau donc, du Parlement. C'est ce que je voudrais dire, vu le temps pour pouvoir avoir une conclusion à faire. Merci. Merci d'être resté concis. Il vous reste encore 1 minute et quelques secondes, sans doute pour votre mot de fin de ce plateau. Moël Béné, on passe à vous. Quelle innovation parlementaire forte votre parti est-il prêt à défendre? Dites-nous. Merci. Je pense que je vais revenir sur la question de l'assistance parlementaire systématisée. Ça existe, mais ce n'est pas systématique. Tous les députés n'ont pas d'assistants parlementaires pour les aider à apprécier la qualité des lois qui sont proposées ou la qualité des lois à voter. Donc ça, c'est une première innovation que nous, on veut apporter. À l'interne, on pense que le député peut encore plus jouer le rôle de représentant du peuple en mettant une pratique propre à nous, c'est de reverser au moins 5% des émoluments des députés dans un fonds spécial qui va permettre en fait de soutenir les actions de la population, donc jeunes, et ça va être un fonds spécial qui permet en fait de soutenir des idées novatrices d'une partie. Vos députés à vous, oui, l'ensemble des députés. Les députés à nous. Ça c'est une pratique d'abord propre à l'interne. Si les autres députés veulent l'imiter, ça serait 5%, bien. 5% vous dites? Oui, 5% des émoluments. Merci. Donc, le chiffre est précis, c'est marqué dans notre offre de législature. L'autre chose, nous allons travailler vraiment à assoit une certaine préférence nationale dans certaines lois. Déjà, on va réviser le code des marchés publics pour imposer une préférence nationale lorsque les entreprises vont sur la table des marchés publics, en fait, notamment les entreprises étrangères, qu'elles aient l'obligation de s'associer aux entreprises béninoises avant de bénéficier de ces marchés-là. Cela va renforcer en fait la professionnalisation des jeunes. Moi, le Bénin est le parti des jeunes et je vais le démontrer avec des chiffres clés. Et ça fait partie des innovations qu'on apporte au Parlement parce que nous avons déjà 10% sur notre liste de jeunes, dont 50% ont moins de 35 ans. Ça, aucun parti ne fait mieux que nous. On a 40% de femmes sur nos listes. Aucun parti ne fait mieux que nous. On voulait atteindre les 50%, malheureusement, il n'y a pas assez de dossiers qualifiés à ce niveau-là. Donc, c'est des candidatures non favorisées, mais méritées, parce qu'on prône la méritocratie. On va, sur l'impulsion de la dynamique législative, on va quand même proposer et voter une loi qui va permettre de créer d'autres circonscriptions électorales pour les Béninois de la diaspora afin qu'ils puissent vraiment s'exprimer de façon efficace dans le processus électoral au niveau des communales et des législatives. Ça, c'est une innovation majeure qu'on apporte. Les langues, il n'y a pas d'inclusion sans les langues nationales. On a, dans notre offre de législature, dans les 25 engagements, une proposition de loi qui va permettre d'ériger 2 langues nationales au plan officiel pour non seulement renforcer les curricula scolaires pour nos élèves parce qu'on constate que la formation aujourd'hui, elle est très, très occidentalisée. Il faut avoir le courage de le faire. Cela va renforcer l'intelligence sociale des apprenants et va leur permettre de penser un développement vraiment localisé.
un développement qui concerne le Bénin. Moins d'1 minute pour vous. D'accord, je vais m'arrêter là d'abord avant de conclure. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation qui visiblement est prête à bousculer les habitudes internes au Parlement. Guy Mitopé, que propose le Parti Les Démocrates comme innovation parlementaire? Merci infiniment. C'est sur quoi nous allons essayer de travailler afin que cette 10e législature puisse être une législature qui travaillera beaucoup plus sur les leviers de développement. La première des choses, c'est que nous allons travailler à ce qu'il y ait, sur la question des votes des lois, qu'il y ait beaucoup plus de consensus autour du vote des lois, prioritairement sur les lois électorales. Parce que sur les lois électorales, on a l'impression que les lois électorales sont faites souvent parce qu'on a envie d'atteindre un but bien précis, on a envie de décater. Bon, nous ferons tout pour qu'il y ait beaucoup plus de consensus, parce que les lois électorales sont des lois majeures. Sur la question de la Constitution, si elle devait être retouchée, qu'on puisse retrouver aussi le consensus autour de cela. On travaillera à ça. On travaillera aussi fondamentalement sur la question de la loi sur l'embauche. Aujourd'hui, elle fait partie de l'une des lois qui, je vais dire, fait beaucoup plus de paupérisation au sein de notre jeunesse. Donc nous travaillerons de telle sorte que cette loi puisse être relue. La question du coût de l'électricité et de l'Internet, nous ferons de telle sorte qu'il y ait des lois qui puissent aller dans le sens de la réduction des coûts de l'Internet et de l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'électricité, dans un pays comme le Bénin et dans l'espace UEMOA, nous faisons partie des coûts les plus élevés. On travaillera sur cela. Et sur un point, nous rejoignons un peu nos amis de Moël Bénin sur la question de la promotion de nos langues nationales. On fera de telle sorte que nos langues nationales puissent être véritablement promues. Il a dit 2, peut-être qu'on travaillera à ce que ce soit 4. Et en ce qui concerne les aires géographiques, là-dessus on se rejoint. Et enfin, je voudrais juste dire que pour nous, le contrôle de l'action gouvernementale, nous n'allons pas mettre un frein à cela. On travaillera afin que cela puisse davantage renforcer. Kazmi Sossou du Bloc républicain, quelles sont les innovations que vous portez? Merci beaucoup. Le Bloc républicain, dans son programme de législature, a prévu d'innover dès l'entame à travers la révision du code électoral. Révision du code électoral pour y insérer des sièges pour les sièges de députés pour les Béninois de la diaspora. Il faut que les autres continents soient étudiés et scindés en circonscription électorale pour permettre aux Béninois de la diaspora d'être représentés dans l'ensemble du Parlement béninois. Il y a également la question de leur vote qui est mis dans le projet du Bloc républicain, à savoir le vote en présentiel, par voie postale ou par voie électronique. Donc cela fait partie de la révision du code électoral que le Bloc républicain propose. Il y a une proposition, donc un avant-projet de proposition de loi sur les artistes et écrivains. Parce que les artistes, leur carrière, c'est sans lendemain. Donc le Bloc républicain suggère qu'une loi soit prise pour encadrer la carrière des artistes jusqu'à les conduire à leur retraite pour leur mieux-être. Il en est de même pour les écrivains. Et le Bloc républicain propose également une révision ou une relecture du code domanial, code foncier et domanial, pour y insérer le cadastre numérique pour permettre à nos opérateurs économiques, aux jeunes entrepreneurs, d'avoir la facilité d'accès aux garanties pour aller au crédit auprès des institutions. Et donc, voilà quelques innovations. J'ai évoqué plus haut la proposition de loi sur la carrière des enseignants AME et sur les réformes dans le secteur de l'éducation également que le Bloc républicain a dans son programme de législature pour les Béninois. Merci. Merci à vous, ces représentants de partis politiques. Nous allons passer à présent aux déclarations finales. Orden Aladati, vous avez 1 minute. Merci beaucoup. Ça reprend par moi à nouveau. C'est pas grave. Alors, merci beaucoup. Le Parti Union progressiste, le renouveau, s'inscrit dans le progrès. La priorité, c'est le développement du Bénin.
Pour cela, nous avons identifié, désigné et investi un candidat, un duo de candidats que nous comptons accompagner au cours de la 10e législature. Un projet de société et un programme de gouvernement auquel nous allons participer sur le programme et le projet de société, nous y travaillons absolument. Nous allons le mettre ensemble et que ce candidat doit être accompagné. Il faudrait que donc les populations, les citoyens nous fassent confiance. Parce que les problèmes qui sont majeurs, c'est les problèmes d'eau, d'électricité qui ne sont pas encore totalement résolus. Un effort a été fait. 10 secondes. Merci beaucoup. Donc, que les concitoyens nous fassent confiance et que ceux qui menacent de renverser la table soient réduits au Parlement à leur plus simple expression. Merci. Merci beaucoup. Mouel Bénin. Chers compatriotes, vous avez vu avec moi qu'il y a beaucoup de fixations sur les anciens. Il faut oser le renouvellement politique. Et il faut vraiment oser cela pour des pratiques nouvelles à l'Assemblée nationale. Nous voulons un Parlement qui se recentre sur l'essentiel, l'humain et l'inclusion. Et c'est pour ça que les propositions de loi que nous allons faire portent les aspirations vraies, utiles et justes du peuple béninois. Tout cela dans un esprit de participation citoyenne et dans un esprit de respect. Nous allons travailler sur des lois-programmes qui vont asseoir notre développement sur le socle santé, éducation, agriculture et transport sur 50 ans. 5 secondes. Nous allons promouvoir la préférence nationale, nous allons promouvoir la protection de tous les Béninois pour l'unité et la prospérité. Et c'est tout, Fabroni Yoklounon, Guido Soumitokpe, à vous. Je voudrais d'abord remercier la SRTB, remercier la HAC pour cette initiative et dire que ce moment, il est solennel pour une date particulière dans notre pays, dans l'histoire politique de notre pays. Le 11 janvier 2026, vous avez la possibilité soit de rééditer le Parlement monocolore de 2019, soit de permettre à ce que l'opposition puisse faire son entrée au Parlement. Et je pense que le Parlement monocolore n'a rien à apporter de bon pour notre pays. Et donc, pour ne pas que le Parlement monocolore puisse être rebissé, il faudrait impérativement apporter votre choix sur le Parti Les Démocrates. Votez massivement pour le Parti Les Démocrates, qui est d'ailleurs le seul parti qui n'a pas d'accord de coalition parlementaire. Restez avec nous, votez pour nous. Ensemble, nous vaincrons. Et c'est tout. Monsieur Sossou. Merci beaucoup. Je remercie la SRTB pour avoir offert cette opportunité. Chers concitoyens béninois, le dimanche 11, vous aurez pour les élections législatives ce bulletin à vos postes de vote. Et il ne vous reste qu'à estampiller, mettre le cachet sur le cheval blanc cabré pour faire un choix utile pour un Parlement de développement, un Parlement d'impact et de confiance pour accompagner le prochain président de la République. Et comme l'a déclaré les Écritures saintes, les derniers seront les premiers, puisque le Bloc républicain est le dernier à prendre la parole sur ce plateau. Et au soir du 11 janvier, le Bloc républicain sera la première force politique du Bénin. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sossou. Nous arrivons au terme de ces échanges. Cher Éric Guédénan. Merci à vous, Rodrigue. Merci aussi à tous ces participants et représentants des partis politiques. Alors, mesdames, messieurs, eh bien, le Parlement de demain ne se jugera plus sur les intentions, mais sur des résultats. Et ce débat nous l'a montré. Moderniser, contrôler, rendre compte, ce sont désormais des exigences citoyennes, pas des options politiques. Merci à vous, chers invités, pour la qualité des échanges de ce débat, le respect de l'équité et surtout du temps de parole. 3 mots-clés se dégagent: modernisation, contrôle, proximité. Autant de défis que la prochaine Assemblée nationale devra relever pour rester en phase avec les réformes institutionnelles et les aspirations citoyennes. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez connectés, informez-vous et surtout, exercez vos droits. Très bonne soirée à vous. Au revoir.